Plaisir et l'honneur de vous présenter le livre de notre collègue et ami, le professeur Ayad Ben Achour. Je crois que vous le connaissez tous, votre présence en nombre en témoigne. Alors comment vous présenter Ayad après tout ça, sinon rappeler rapidement qu'il est professeur émérite de la Faculté des sciences juridiques, spécialiste de droit public et également et surtout, je crois, un acteur important de la Tunisie révolutionnaire et un témoin de la révolution dont il parle dans cet ouvrage. Il a dirigé la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution durant les mois cruciaux de cette dite révolution. En même temps, c'est un lecteur, il livre au lecteur une analyse approfondie, mesurée, des principaux moments de la période transitionnelle ou, comme il l'a dit dans certaines pages, transactionnelle. Souvenons-nous, en cette fin de 2016, je m'excuse auprès de vous pour m'en parler nasillard, mais j'ai attrapé une grosse crève la semaine dernière. Souvenons-nous donc en cette fin de 2016 que nous commémorons cette année le 60e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Et à ce titre, je crois que nous clôturons de belle manière cette année à l'Académie par la présentation du beau livre de Ayad Ben Achour consacré à la révolution tunisienne. Je le répète, c'est l'œuvre d'un acteur, d'un témoin et d'un penseur. Et c'est ce qui fait l'attrait particulier de cet ouvrage. Il s'avère qu'à ses qualités incontestables de juriste, il fait aussi œuvre d'historien de la Révolution et il y réussit parfaitement. On pourrait rétorquer que l'historien a besoin de recul pour écrire une telle histoire, mais désormais, ce qu'on appelle histoire immédiate ou histoire du temps présent a acquis sa place dans la recherche historique internationale et aussi ses lettres de noblesse. Marc Bloch, qui avait écrit en 1940 « L'étrange défaite », a raillé les réticents qui voulaient épargner, je vous cite la phrase, elle est tellement belle, épargner à la chaste Clio, Clio c'est la muse de l'histoire, vous le savez, de trop brûlants contacts. Il a également écrit dans Apologie pour le métier d'historien pour défendre cette pratique de l'histoire immédiate. René Raymond, dont j'ai suivi les cours d'agrégation à la Sorbonne, déclarait en 2006 « La bataille pour étendre le champ de l'histoire jusqu'à celui de l'actualité est donc maintenant gagnée ». Tous ces préambules, vous l'avez compris, n'ont qu'un but à mes yeux, et je vous rappelle que je suis historienne, c'est donc pour adouber Ayad comme historien à part entière pour ce livre passionnant dont nous avons réellement besoin. L'historien du temps présent doit obéir quand même à certaines règles, et c'est ce qu'il fait tout au long de ce livre. Tout d'abord, brasser une documentation énorme. En témoignent 30 pages serrées de références bibliographiques. Secondo, exploiter des écrits émanant de plusieurs spécialistes, comme les sociologues, les anthropologues, les philosophes, les politologues, bref, tous les spécialistes de sciences sociales. Ce qu'il ne manque pas de faire. Ce type d'histoire, d'ailleurs, redonne sa place à l'événement, alors que dans les années 50, dans le milieu du siècle passé, on décriait l'histoire événementielle. Tout en évitant, et ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable, la partialité et la subjectivité, il a su garder tout au long de son analyse la distance, pour mieux exposer et clarifier les problèmes qui se sont posés au cours de ces 6 années
que je devrais qualifier de brûlante. Enfin, quand on fait de l'histoire immédiate, on n'en reste pas moins historien, c'est-à-dire qu'on cherche à ancrer dans le passé les faits contemporains. Et c'est ce qu'il fait chaque fois dans ce livre, quand il évoque avec précision, par exemple, les révoltes passées du centre-ouest de la Tunisie, la tradition constitutionnaliste tunisienne, les origines du compromis tunisien, et j'en passe. Je voudrais, sans plus tarder, lui poser quelques questions et faire quelques commentaires sur son livre. Tout d'abord, je voudrais signaler que ce livre se déroule en 7 parties. C'est un chiffre magique, hein, toutes très charpentées, très documentées et très structurées, mais je vous rassure, je ne poserai pas cette question. Ce qui m'a particulièrement intéressée au départ, c'est que le livre commence par un véritable plaidoyer pour la Révolution. Iyad veut convaincre que la Révolution tunisienne n'est pas une révolte, elle est bien une révolution. Et pour ce faire, que fait-il? Eh bien, il fait œuvre d'historien. Il commence par étudier les grandes révolutions européennes, et en premier, bien sûr, la Révolution de 89. Et j'ai retrouvé, en le lisant avec plaisir, les théories des grands historiens de la Révolution française, Mathiez, Albert Soboul, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme prof sur la Révolution française, de François Furet, et que j'ai rencontré à Paris, à Tunis, au cours de ma première année d'assistante. Et ces ouvrages, effectivement, m'ont rappelé ma jeunesse et les beaux rêves sur la Révolution. Il aurait peut-être fallu, malgré tout, puisqu'il faut défendre la Révolution, recourir aussi aux études sur la contre-révolution. Et les travaux de Godechaux et surtout de Jean-Clément Martin auraient pu, peut-être, étayer davantage ce plaidoyer. Cependant, ce que j'ai remarqué, et peut-être que je me trompe, mais je crois avoir bien lu attentivement, stylo à la main, tu ne t'arrêtes pas du tout aux révolutions colorées et parfumées qui sont pourtant proches de nous dans le temps, et même peut-être géographiquement, et peut-être que leur réussite, comme leur échec, je pense surtout à l'Ukraine, montre bien la fragilité du processus révolutionnaire. L'autre volet de cette démonstration n'est pas moins intéressant, parce que Iyad interroge à raison les mots de la révolution dans la culture islamique et leur signification négative. Si l'on se réfère seulement déjà au Ibar d'Ibn Khaldoun, on s'aperçoit combien la polysémie de la révolte, de la rébellion, est riche dans la langue arabe. En plus des mots que tu as relevés, ce qui m'a intéressé chez Ibn Khaldoun, c'est les mots intaza, wathaba, rakaba, asawsaba, intaqada, intafada, irtadda. La ridda est une révolte. Shaq al-asa, naqd al-ta'a. Donc c'est une polysémie très intéressante parce qu'elle montre que la révolte est condamnée par le sacré, et d'autre part, ces mots inspirent, en fait, donnent plutôt, pas inspirent, un caractère animal à la rébellion. Parce que sauter, bondir, sont des mots vraiment qui montrent le caractère négatif de la révolution. Mais ce caractère négatif qui concerne le sacré n'a pas empêché les révoltes, n'a pas empêché les changements de pouvoir, les passages de pouvoir aux dynasties les unes après les autres. Ahmed ibn Hanbal
a dit des choses assez intéressantes à relever. Il n'est permis à personne de combattre le sultan, ni de se révolter contre lui. Et quiconque agit de la sorte est un innovateur, qui n'est plus dans la voie de la sunna et la voie droite. Quiconque meurt sans être lié par une bay'a meurt comme l'on mourait du temps de la Jahiliya. C'est très fort. Et Ibn Taymiyyah va plus loin encore, peut-être, à mon avis. Alors qu'il s'était particulièrement opposé au sultan mamelouk et qu'il a fini ses jours dans la prison d'Alexandrie, il écrit « 60 ans avec un sultan tyrannique valent mieux qu'une seule nuit sans sultan ». C'est intéressant, je sais que je vous prends du temps, mais c'est pour signaler la peur du chaos chez les élites savantes, chez les théologiens, chez les ulama. Et on va la retrouver peut-être, cette peur du chaos, dans le compromis que tu étudies si bien. Alors, ce caractère négatif, pourtant, n'a pas empêché que les historiens, quand ils parlent de la prise de pouvoir des Abbassides, parlent de la révolution abbasside. Et Claude Cahen, Abdelhaj Chaben, s'en explique en disant « Elle ne résulta pas d'une conspiration du palais, ni d'un coup d'État, mais de l'action réussie d'une propagande et d'une organisation révolutionnaire ramifiée, représentant et exprimant le mécontentement d'importants éléments de la population vis-à-vis du régime en place. » Et qu'est-ce qui a changé avec la révolution abbasside? On assiste en fait au déclin du critère de la naissance noble, du sharaf et du prestige tribal, au déplacement du centre de gravité de l'empire de Damas à Bagdad, au changement de la nature du pouvoir califal et surtout à la marginalisation des guerriers arabes et à leur remplacement par une armée d'esclaves turcs à cheval. Les penseurs de la Renaissance arabe ont, d'après Ayad, et je partage tout à fait cet avis, rénové et réinitialisé, validé le concept de révolution en employant le mot Thawra, mais surtout en adoptant une nouvelle terminologie, démocratie, constitution, république, pas très arabe en effet. Revenons à la révolution tunisienne. Alors, j'ai relevé pour la révolution tunisienne des phrases prises un peu partout dans le livre et qui montrent vraiment que j'ai raison de parler de plaidoyer, mon cher Ayad. Alors, la révolution casse le mur de la peur et détruit les barrages de l'impossible. Pour qu'une révolution réussisse, 4 conditions cumulatives au minimum doivent être requises. Une protestation publique massive, la victoire de cette protestation, une révolution est un message, une révolution doit être assumée et reconnue. Et j'ai beaucoup apprécié la dramaturgie de ton plan, quand tu termines par le 29e jour. Hein? Donc une révolution qui passe du 17 décembre au 14 janvier. Ça me rappelle les collections d'histoire française, les jours qui ébranlèrent l'histoire de France. Hein. C'est un peu ça, c'est-à-dire il y a une dramaturgie vraiment, vraiment très, très intéressante. Et alors, tu l'exprimes aussi par une litote. C'est une révolution qui n'est ni une révolution idéologique, ni une révolution partisane, ni une révolution belligérante. C'est la révolution de la liberté et de la dignité. Et grâce à Dieu, tu nous as épargné la révolution du jasmin, à laquelle on nous a conviés dans tous les médias occidentaux que j'ai jamais beaucoup aimé. La révolution, selon toi toujours, signait la péremption de 3 idées. Celle de la démocratie importée de l'Occident. Tu me donnes de l'eau, s'il te plaît? C'est chaud là-dedans, c'est fou. Ah, merci.
celle de l'exception arabe, toujours autoritaire, et surtout quelque chose qui nous a beaucoup blessés dans notre amour-propre, la passivité de la rue arabe. Enfin, en 2011, la rue ne fut plus jamais, à partir de 2011, la rue tunisienne ne fut plus passive. Et tu dis en conclusion, une révolution n'est pas un miracle. Une révolution, tu parles d'une révolution de rêve. En réalité, tu as raison de rappeler la remarque de Leïla Toubel, un rêve qui vire au cauchemar pratiquement dès 2011 avec l'arrivée des islamistes et de Ranouchi en particulier. Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir pour finir, je te promets d'arrêter. D'abord, un point très très important qui est le compromis. Et tu reviens dans deux parties de ton livre. Dans la partie 5, quand tu parles des compromis historiques de la Révolution, où encore une fois tu fais œuvre d'historien puisque tu rappelles déjà les contacts de l'opposition à l'étranger en 2003 et après le fameux comité du 18 octobre. Et à chaque moment, quand il est possible de convoquer l'histoire, tu donnes la profondeur historique à ton sujet. Alors ce compromis, c'est un wafaq qui nous a bien occupés, hein, n'est-ce pas encore une fois la peur du chaos de la part toujours de ces fameuses élites. Et je crois que c'est comme dans le passé, la peur du vide. Hein? Mais ce compromis, tu le sais bien, ne contente personne, ni les faucons de Nahda, ni les modernistes qui ont voté en 2014 contre la Troïka et contre Nahda. Ce compromis, ce vivre ensemble, vous savez, il a été particulièrement étudié dans des colloques. Ce qui prouve que, comment dire, les idées ne tombent pas toutes cuites dans la bouche des gens qui les sollicitent. Il y a quand même des inspirateurs, des gens qui essayent justement d'éviter le chaos. Et la deuxième question, et ça c'est très intéressant parce qu'en réalité, tu as donné un titre d'ailleurs très porteur. La Constitution est morte, vive la Constitution. C'est pas le roi est mort, vive le roi. Et là, tu montres, encore une fois, par souci de profondeur historique, tu rappelles en quelques mots la Constitution de Carthage et Aristote, puis le pacte fondamental et la Constitution de 61, puis après, bien sûr, tu montres le paradoxe de cette révolution d'après le 14 janvier, au cours de laquelle on utilise la Constitution de 59 qu'on va mettre au placard. Et on utilise du vieux pour faire du neuf, comme tu l'as dit, toi, avec les oripeaux. Je crois que, malgré tout, pour pasticher Shakespeare, je dirais il y a quelque chose de pourri au royaume de Tunisie, ou plutôt de la Deuxième République, mais à tout jamais, tu refuses la sinistrose. La société tunisienne est fracturée et on a l'impression, malgré tout, que Nahda est à l'affût, prête à s'emparer de la moindre faille pour triompher, mais tu refuses jusqu'au bout le scénario catastrophe. Pourtant, le théâtre tunisien reflète la tension dans laquelle se meut la société tunisienne, avec disparition de Hichem Rostom, violence de Jalil Abakar. On voit bien les tensions permanentes qui agitent la société. Pourtant, tu n'évoques à aucun moment la perméabilité d'un si petit pays qu'est la Tunisie aux influences et aux pressions extérieures des pays amis, entre guillemets, et ennemis, plus clairement. N'oublions pas que nous sommes un bien petit pays et les ingérences sont légion.
sans aller jusqu'au complotisme. Le deuxième problème qui me paraît le plus préoccupant, on va dire, c'est le problème de la jeunesse. C'est un problème international, hein. Ce n'est pas un problème tunisien, mais ça ne nous console pas pour autant, dans une société en ébullition. Tu as évoqué effectivement la levée des tabous à propos de l'homosexualité, mais il y a d'autres tabous qui se sont levés. La liberté d'expression que nous vantons tous les jours a permis aussi de montrer d'autres failles, comme la discrimination à l'égard de nos concitoyens noirs, comme la discrimination à l'égard, d'une manière générale, de toutes les minorités, qu'elles soient amazighes, confessionnelles, ethniques, etc. Je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à te lire et j'espère avoir rendu hommage à ton travail qui, à mon avis, fera date dans l'histoire. Merci. Bonjour, je suis Karim Ben Smaïl, j'ai le privilège d'être l'éditeur de CAIAV à CERES. Les éditeurs généralement donnent la parole mais ne la prennent pas, donc je vais être très bref. Je voudrais simplement, je fais un métier qui est de plus en plus difficile, donc je voudrais remercier les gens qui nous ont aidés, c'est-à-dire d'abord Beit Hakma qui nous reçoit aujourd'hui, la fondation Hans Siedel, qui fait beaucoup pour l'édition en Tunisie, particulièrement pour CERES. Sans eux, ça serait beaucoup plus difficile. Ils sont représentés par si Jamil Haider, qui doit être quelque part dans l'assistance. Et je voudrais raconter très rapidement un aspect de CERES que tout le monde ne connaît pas. Vous connaissez le professeur, le juriste, le penseur. Dans les années 2000, CERES, c'était l'objet d'un très sévère contrôle fiscal, agressif, politique, de la part de qui vous savez, et même de l'autre. Et à ce moment-là, les gens changeaient de trottoir quand ils nous rencontraient, quand ils rencontraient notamment mon père, le téléphone ne sonnait plus. Et vous savez, ce sont des moments de grande solitude où on compte ses amis. À ce moment-là, je ne connaissais pas très bien Seriad, qui voyait plutôt mon père qui était encore à la tête de CERES à ce moment-là. Et je me souviens qu'il passait régulièrement dans le désert qui était devenu nos bureaux. Et je me souviens d'un jour où il a trouvé à la porte et m'a dit « Karim, tenez bon, ils partiront et vous demeurerez. » Un autre homme à ce moment-là a fait un geste similaire, mais j'ai dit que j'allais être bref, mais je veux simplement le remercier. Monsieur le Président, Sifoued Mbaza aussi faisait partie des hommes qui sont restés debout quand d'autres flanchaient. Pour finir, je voudrais remercier Saïad pour sa confiance tout au long des années. Ça fait plusieurs livres qu'il nous confie. Et je voudrais aussi signifier la singularité de ce livre-là et de sa démarche de vouloir être publié en Tunisie d'abord, à un moment où deux de nos anciens présidents de la République ont choisi de publier leur livre à l'étranger. Je ne sais pas ce que ça dit sur nous, sur notre politique et sur notre vision du pays et de nos éditeurs. Merci. Certainement pas du bien. Merci. Merci, chère Mounira. Bon, je commence à être tranquillisé parce qu'en venant ici, non historien dans le monde des historiens, j'avais extrêmement peur. Et je connais la sévérité des historiens, surtout pour ceux qui rentrent dans leur domaine sans avoir les outils et la formation nécessaire. Et je sais que les historiens sont féroces pour les avoir entendus au sein de notre département à propos d'un livre récent qui vient de sortir et qui est un très grand succès de librairie. Par conséquent, je considère que les mots que vient de prononcer ma collègue Mounira sont des mots qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent. J'ai fait de mon mieux pour sortir un peu de ma peau de juriste. Elle me colle, cette peau de juriste, puisque la dernière partie de mon ouvrage s'intitule « Bataille au pluriel pour la Constitution ». Je ne pouvais pas ignorer cet événement, d'autant plus que cet événement constitutionnel est venu au secours de la Révolution et l'a porté,
puisque la demande révolutionnaire, en définitive, s'est résorbée dans une demande de faire une nouvelle constitution par une Assemblée nationale constituante élue. Donc, merci beaucoup pour les mots que tu m'as adressés. Au sujet des 7 parties, elles sont 7 aujourd'hui, mais je peux te dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de ce livre que je travaille depuis quelques années, c'était 3 parties, et puis 4 parties, et puis de nouveau 3 parties, etc. Bon, bref, j'ai fini par trouver la synthèse la meilleure possible de mon point de vue pour faire ces 7 parties dont je vous parlerai, parce que le livre venant à peine de sortir, il serait peut-être bon que je le présente, que je le décrive dans son contenu. Il n'a pas encore eu le temps d'être lu, c'est un livre long, donc je vous ferai un résumé très rapide, j'espère. La contre-révolution, il y a tout un chapitre chez moi qui s'appelle « Révolution et contre-révolution », mais tu as peut-être raison sur le point de la matière informative sur la contre-révolution. Je ne l'ai pas fait de la même manière que je l'ai fait pour la Révolution, évidemment. Or, j'avais quand même, au sujet de la contre-révolution, d'abord les auteurs contre-révolutionnaires eux-mêmes, Edmond Burke, par exemple, pour la Révolution française. De toute manière, je réponds à toutes tes questions par le paragraphe que je vais vous lire et qui se trouve à la fin de l'introduction. Je n'ai jamais prétendu faire une œuvre définitive, mais faire le premier pas pour des recherches sérieuses sur la révolution tunisienne. Car je suis, hélas, obligé de dire que la plupart des livres qui ont été écrits sur la révolution tunisienne sont des livres qui ne maîtrisent pas la matière, par manque d'informations, par erreur historique ou parfois par parti pris. Voilà ce que j'écris, je vais vous lire cela. Cette révolution, dans le futur, doit faire l'objet de profondes et nombreuses analyses, et des chercheurs viendront creuser les tranchées de l'histoire pour encore mieux éclairer les tenants de la révolution tunisienne. Elle est pleine d'enseignements nouveaux et inédits pour l'analyse du phénomène révolutionnaire, en particulier dans son rapport au droit et à la religion. C'est à ces 2 aspects de la vie que nous nous sommes vus rapidement confrontés après la Révolution dans le milieu arabe et islamique qui est le nôtre. Donc, j'invite pas seulement les historiens, mais les sociologues, les anthropologues, les juristes, car je n'ai même pas épuisé la matière juridique et je me rends compte, au fur et à mesure du déroulement du temps, combien de questions j'ai laissées dans le noir alors que c'est des questions juridiques. Mais cette matière est tellement dense que je ne pouvais pas faire plus. Je peux vous dire que j'étais presque au bout de mes forces et qu'il fallait clore ce livre. Je l'ai clos, je l'ai donné à l'éditeur et je suis content qu'il sorte aujourd'hui, mais je peux vous dire que vraiment, le plus sincèrement du monde, je considère cela comme un premier pas. Ce que j'ai voulu faire, c'est, si vous voulez, ne pas écrire sur la Révolution comme si j'étais le premier à écrire sur la Révolution. J'ai lu des centaines de livres sur la Révolution tunisienne et j'ai été toujours surpris de constater que les auteurs écrivaient souvent sur la Révolution comme s'ils étaient les premiers à écrire, en ignorant toute la généalogie qui les a précédés, les auteurs qui ont écrit avant eux, et dont certains doivent être réellement respectés. Parmi les livres arabes qui ont été écrits sur la Révolution, il n'y en a pas plus d'une dizaine qui méritent vraiment qu'on s'y arrête sur le plan scientifique. Je les mentionne assez fréquemment. Dans la littérature française, les livres sérieux sont plus nombreux, mais souvent j'ai vu des auteurs rassembler des articles qui ont été publiés à droite et à gauche dans la presse quotidienne, Feshourouk, Osabeh, etc., les coudre et en faire un livre. Je suis vraiment parfois épouvanté par le manque d'exigence de certains vis-à-vis de leur discipline.
Le compromis, peur du chaos, oui, évidemment, évidemment. D'autant plus que nous vivons une situation qui se caractérise par une tragédie, l'une des plus épouvantables qu'ait connue le monde arabe dans la période post-révolutionnaire. Je n'ai qu'à prendre l'exemple de la Syrie, du Yémen, mais même des pays qui vivent apparemment en paix comme l'Égypte. Ce n'est pas... Donc, la révolution tunisienne, j'y crois parce qu'elle a donné ses fruits, parce que d'abord, ça a été une véritable révolution, j'expliquerai pourquoi. Maintenant, le processus révolutionnaire, comme pour toutes les révolutions, est toujours négatif. Aucune révolution n'a apporté un mieux-être au pays dans lequel elle a germé. Impossible. La France est sortie miséreuse, divisée par des guerres civiles, des conflits, des guerres extérieures, mais un appauvrissement de la population, un appauvrissement considérable de la population. La France est sortie fatiguée de cette révolution, tellement que lorsque Bonaparte est venu, d'abord pour le consulat et puis ensuite pour l'Empire, il y a eu ensuite, n'oublions pas, une première restauration et puis une deuxième restauration, etc., etc. Est-ce qu'au nom de cette négativité de l'histoire post-révolutionnaire française, on doit dire que la Révolution française n'existe pas? Non, bien sûr. Et il nous est arrivé à nous, il nous arrive à nous aujourd'hui, ce qui est arrivé à toutes les révolutions, c'est-à-dire la grande désillusion. Mais la révolution est une révolution, pourquoi? Parce qu'elle secoue la société. Elle l'appauvrit, bien sûr, en la secouant, mais elle lui libère la structure pensante, elle la met devant de nouvelles responsabilités, elle crée de nouvelles ambitions, elle crée de nouvelles libertés. Elle crée surtout en Tunisie, et c'est ça, je ne veux pas parler de miracle tunisien, mais c'est ça le bénéfice que la Tunisie va tirer de cette révolution, c'est l'acquisition d'une forme nouvelle de gouvernement qui, j'espère, est installée définitivement. Cette forme nouvelle de gouvernement, c'est la forme démocratique, c'est la forme de respect des libertés, du pluralisme surtout, c'est la coupure avec le monolithisme qui a toujours caractérisé notre pays, y compris le pays de l'indépendance, c'est-à-dire de Bourguiba. Bourguiba était certainement un chef d'État admirable, personnellement j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour lui, mais c'était quand même une autorité assez forte. Il a fait... On hésite à le dire. On hésite à le dire pour le bien qu'il a fait pour le pays. Voilà pourquoi on hésite à le dire. Parce que les réformes qu'il a insufflées dans ce pays ont été très fortes et l'ont véritablement modernisé. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à son héritage que nous avons résisté aux tentatives de ce qu'on peut appeler l'islamisation de la société et de la Constitution. C'est l'héritage que nous a laissé Bourguiba. J'ai souvent pensé à lui lorsque nous avons un résultat qui est quand même assez exceptionnel. Une Assemblée nationale constituante dominée par un parti islamiste, c'est-à-dire un pays d'obéissance frères musulmans, quoi qu'on en dise, qui nous a donné en définitive une constitution démocratique. C'est un paradoxe monumental. Parce que vous vous souvenez que les premières réunions de l'Assemblée nationale constituante, on allait tout droit dans le chemin inverse, celui d'instaurer en Tunisie une véritable théocratie. Je vous renvoie aux déclarations de Sissa Darchourou, et le fait qu'on ait pu arracher à cette Assemblée constituante une constitution démocratique au niveau de ses principes, au niveau de ses règles matérielles, prouve quand même que l'ombre de Bourguiba planait encore sur ce pays. Et que c'est un peu son héritage qui nous a permis d'éviter une régression, une véritable régression. Maintenant, comme l'a dit Mounira tout à l'heure, une révolution libère tout le monde. Notre pays est un pays divisé, est un pays qui n'a pas d'homogénéité au niveau des valeurs religieuses, des valeurs morales surtout, et même des valeurs juridiques. Et ce pays divisé
au niveau des valeurs, continuera à subir ces contradictions. Il ne faut pas croire que par un coup de baguette magique, nous allons nous débarrasser de ces contradictions. Il viendra un moment où ces contradictions se résolveront, que la synthèse se fera. L'histoire nous le dira, mais combien de temps, ça, personne ne peut le dire. Alors, Mounira a dit que nous avons bâti du neuf avec des oripeaux et nous avons construit du neuf avec du vieux. Je vais m'arrêter juste avant de commencer à présenter l'ouvrage très rapidement sur cette question, et je profite de l'honneur que vous nous faites, si Fouad Lembaza, d'être présent avec nous ici. Nous avons appelé des personnalités de l'Ancien Régime pour diriger la première période transitoire. C'est l'une des contradictions, plutôt des paradoxes de notre révolution, justement. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'était là le secret de la réussite. Le secret de la réussite, pourquoi? Parce que si on imagine ce qu'aurait été la première période transitoire, l'année 2011, juste après la Révolution, avec les leaders politiques qui étaient sur la scène à l'époque, c'est-à-dire en gros, si Rachid El-Ghannouchi, si Najib Chebi, si Mansouf El-Marzouqi, si Chokri Bel'id, tout cela sont les enfants un petit peu de la Révolution, ils l'ont accompagné en tout cas. Eh bien, nous serions entrés dans une phase d'instabilité sur laquelle on n'aurait pas pu revenir. Le fait qu'on ait eu à la tête de l'État, comme à la fois président de la République, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, la première petite constitution tunisienne donne des pouvoirs énormes au président provisoire de la République à l'époque. Il était le président de la République, mais chef de l'exécutif, c'est-à-dire que le gouvernement dépendait de lui. Il était le législateur, puisqu'on n'avait plus de parlement et qu'il gouvernait par décret-loi, mais il était également le constituant, puisque c'est par un décret-loi que la première petite constitution a été adoptée par le décret-loi du 27 mars 2011. Ce décret-loi, nous l'avons préparé, si Fouad le sait très bien. Et c'est ce qui a pu sauver le pays. C'est-à-dire que leur présence a évité la déferlante révolutionnaire. La déferlante révolutionnaire mange tout le monde. Elle mange ses propres enfants et tout ce qui l'empêche de déferler. Et le déferlement, la déferlante, peut être très négative pour la société. Alors le fait qu'on ait eu des responsables de l'Ancien Régime qui ont reconnu cependant la Révolution, car le problème c'est de reconnaître la Révolution, qui ne l'ont pas niée, qui l'ont reconnue, bien qu'ils appartiennent à l'Ancien Monde, eh bien, a sauvé la Révolution et explique l'une des causes du succès de cette Révolution. Je tenais à le dire parce que Mounira y a fait... C'est une formule très heureuse, précisément, et elle montrait bien à quel point cette révolution était paradoxale. Donc, si on devait aujourd'hui m'interroger, si un révolutionnaire dans un pays qui vient de faire une révolution m'interrogeait en tant qu'acteur de la première période transitoire, que devons-nous faire pour réussir notre révolution? Je répondrai, si vous voulez en croire mon expérience à moi, prenez des gens de l'Ancien Régime et donnez-leur le pouvoir. Ça sera le succès de la révolte. La condition, c'est que ces nouveaux responsables s'inclinent devant les principes de la Révolution et qu'ils aient devant eux un contre-pouvoir. Ça, je l'ai vécu de très près, parce que en 2011, j'étais dans les sphères les plus dirigeantes de l'État et je sais de quoi je parle. La Révolution était représentée à l'époque par la haute instance de la Révolution, qui n'a pas eu de problème particulier avec le président provisoire de la République à l'époque, mais qui en a eu avec le Premier ministre, qui aujourd'hui était président de la République. Et notamment lorsque nous avons voté l'article 15 du décret-loi électoral qui interdisait aux RCDistes de se présenter aux élections législatives.
Donc, sur ce point-là, je n'ai pas eu, en tant que président de la haute instance, de problème particulier avec le président de la République, mais je peux vous dire que j'en ai eu avec le Premier ministre. Et c'est un peu grâce à l'estime personnelle que le Premier ministre me portait et au fait que j'avais quand même le soutien de la majorité de la haute instance qu'on a pu s'en sortir et éviter des ruptures irréparables. Parce que quand on commence les ruptures, on sait quand on les commence, mais on ne sait pas quand on les termine. Alors, ceci étant dit, très rapidement, maintenant, j'ai voulu que ce livre soit un récit, soit une restitution, un témoignage, mais également une théorisation de la Révolution. L'idée fondamentale que je développe dès l'introduction, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Mounira, la révolution tunisienne ne ressemble à rien. Ce n'est pas une révolution partisane, ce n'est pas une révolution idéologique, ce n'est pas une révolution belligérante. Dans l'introduction, je fais la typologie des révolutions. Révolution idéologique, révolution... Je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant, ça me prendrait trop de temps. La révolution tunisienne n'a rien été de tout cela. Elle ne ressemble à rien, ni à la grande révolution espagnole, les révolutions espagnoles, ni à la révolution française, ni à la révolution américaine, ni aux révolutions bolcheviques, parce qu'il lui manque le caractère idéologique. Je dis souvent, la révolution des têtes à faire tomber, elle en avait, mais des têtes à penser, elle n'en avait pas. Donc son épaisseur doctrinale, son épaisseur idéologique était très très mince. C'est une révolution qui est née des entrailles du peuple, qui s'est étendue et qui est venue répondre, et c'est comme ça qu'elle est devenue une révolution, aux 4 conditions de la révolution que je développe dans l'introduction. Ces 4 conditions sont les suivantes. D'abord, il faut qu'une protestation prenne un caractère tellement massif qu'elle dépasse le stade de la rébellion, le stade de la révolte, pour devenir quelque chose qui englobe toute la société. Ça, c'est le premier point. La deuxième condition, c'est le message de la révolution. Et il faut que je vous dise là, vraiment très, très franchement, que les révolutions sont d'une incroyable banalité, parce qu'on nous sort toujours, les révolutions ressortent toujours les mêmes principes, la dignité, la justice sociale, la liberté, le contre-pouvoir. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent depuis la plus haute antiquité, depuis les pharaons. Et c'est-à-dire que la révolution, toute révolution, c'est l'expression du principe de non-souffrance politique. C'est que les êtres humains refusent la souffrance, l'être humain en tant qu'être biologique, mais en tant qu'être parlant, être pensant, être parlant, être discernant et être jugeant, a besoin d'un certain nombre de libertés pour pouvoir être l'homme. Il a besoin de vivre sa vie dans sa société comme participant à sa société politique. Par conséquent, si vous lui retirez le droit de participation, il souffre. Or, l'être humain, par nature, souffre la souffrance, et il en est de même de son droit à la liberté, de la parole, de la pensée, de la conscience, à son intégrité physique et à son droit à la vie. Dès lors que vous touchez un de ces éléments fondamentaux de l'être en tant qu'être humain, vous le faites souffrir. Or, nous savons que l'être humain refuse la souffrance. Et les révolutions ne sont que l'expression historique d'un principe naturel qui est le principe de non-souffrance. Je l'explique un petit peu dans le livre pour situer la révolution dans un cadre philosophique. Maintenant, Mounira vous a dit que j'avais fait 7 parties. Je les résume très rapidement pour présenter le contenu du livre. Je ne le ferai peut-être pas à la prochaine présentation parce que le livre aura été lu et j'adopterai une autre démarche. Tout d'abord, il a fallu, dans une première partie, situer la révolution dans son contexte. Et là, je l'ai fait par rapport à 2 contextes qui enrobaient cette révolution. Le premier, c'est la tradition islamique dans notre pays. Et c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que la révolution tunisienne est la première révolution à mettre historiquement en application le nouveau concept de révolution qui a été introduit dans le monde arabo-islamique au XIXe siècle. Khaireddin, par exemple, est l'un des premiers à avoir apprécié la Révolution française en termes positifs. Quand il parle de la Révolution française, il dit oui, elle a
Elle a mis fin à une dictature, elle a mis fin à une royauté qui était injuste, etc., etc. Mais avant cela, les auteurs qui viennent, ils regardaient la Révolution, y compris la Révolution française, la Révolution anglaise, la Révolution américaine, avec l'œil le plus négatif qui soit. Ils disaient c'est de la zandaqa, c'est de la bid'a, c'est du khourouj, c'est du khourouj. Tout à l'heure, Mounira a cité Ibn Hanbal. Voilà, donc nous restons dans la tradition d'Ibn Hanbal. Les musulmans n'aiment pas la discorde. Pourquoi? D'ailleurs, ils l'appellent fitna. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle participe à la désinstauration du monde. Dans l'esprit islamique, le temps, c'est un plan qui est voulu par Dieu. Il y a le stade de l'instauration du monde. Dieu crée le monde, crée les êtres humains, leur donne des lois, etc., etc. Mais il y a ensuite un deuxième mouvement de l'histoire qui est la désinstauration du monde par le mal humain, notamment par tamarrud ala al-hukm, notamment par la révolte contre le pouvoir, par les crimes, par la délinquance, par toutes les formes d'infractions qui peuvent être commises par l'homme. Donc l'homme détruit ce que Dieu a créé. C'est le deuxième temps, la désinstauration du monde, n'est-ce pas? L'antithèse. Et ensuite, il faut, si l'homme veut obéir à Dieu, il faut restaurer l'ordre voulu par Dieu et par les lois naturelles. Comment? D'abord par l'exhortation. L'islam croit beaucoup à l'exhortation, la morale islamique est très forte en matière d'exhortation, mais si l'exhortation ne suffit pas, par la force, par l'épée, par le glaive, et par conséquent la valorisation du glaive au service de Dieu existe dans la culture islamique. C'est le glaive non pas au service du mal, mais c'est le glaive au service du rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire la restauration du monde qui a été désinstauré par le mal humain. Il fallait par conséquent situer cette révolution dans son contexte et montrer que c'est la première fois qu'une révolution met en application historiquement ce concept nouveau de révolution qui a été adopté par les réformistes. La révolution, par exemple, Jamal Abdel Nasser, quand il écrit Falsafat al-Thawra, en fait c'est une Falsafat al-Thawra de l'armée au service du peuple. Mais ce n'est pas la révolution du peuple. Il faut attendre la révolution tunisienne pour que cette révolution devienne la révolution du peuple, pour le bien du peuple. On a parlé de Thawrat Urabi Besha, par exemple, la révolution de Urabi Besha, mais c'était contre l'étranger, contre les Anglais. Par conséquent, tout ce qui est avant la révolution tunisienne, tout ce qui est Thawra, ça provient soit des militaires, soit contre l'ennemi étranger. C'est la première fois que dans le monde arabe, une révolution a lieu, qu'elle est jugée positivement comme étant une révolution qui va changer les choses et que c'est une révolution du peuple pour le bien du peuple et non pas une révolution de l'armée qui m'a مثلا في Jamal Abdel Nasser وقت اللي يكتب فلسفة الثورة. Jamal Abdel Nasser, il a glorifié l'armée, le rôle de l'armée en tant qu'armée au service du peuple. Et c'était une ambition tout à fait légitime à l'époque. Et on ne peut pas dire que dans une certaine mesure, la révolution de Jamal Abdel Nasser fut une révolution. Il fallait donc situer dans son contexte musulman, mais surtout dans son contexte politique et dans le cadre de la dictature. Dans le cadre de la dictature de Ben Ali, là j'ai utilisé beaucoup les travaux des prisons, les travaux des torturés, qui nous ont dévoilé, parfois dans des pages sublimes, absolument sublimes. Je les cite, n'est-ce pas, ils sont très nombreux. Ça va de Hamal Hamami, quand il a écrit Les chemins de la dignité, jusqu'à Chérif Ferjani, Ahmed Menna'i, Gilbert Naqash, etc., et qui montre cette littérature extraordinaire qui montre comment le torturé ne garde pas, à l'issue de son expérience, un sentiment de revanche vis-à-vis du pouvoir qu'il a torturé, mais a l'impression que son sacrifice participe à l'amélioration de sa société, y compris le torturant, celui qui le torture. Donc il fallait la situer dans son contexte, c'est ce que j'ai fait dans la première partie de l'ouvrage. Ensuite,
Pour répondre aux négateurs de la révolution, ceux qui disent il n'y a pas eu de révolution, la révolution a été confisquée, la révolution a été violée, regardez dans quel état nous sommes, rien n'a été fait, le déséquilibre régional est toujours là, le chômage non seulement n'a pas diminué mais a augmenté, etc., etc. Pour répondre, je dis qu'une révolution doit se juger sur sa scénographie particulière. Je m'en ai à scénographie. Cela veut dire qu'il faut rétablir la révolution dans le temps court et voir quels sont ses effets sur le temps court en ignorant le processus révolutionnaire qui viendra par la suite. Si vous regardez la révolution avec les yeux, je dis les yeux miséreux et décontenancés du temps présent, vous la jugerez négativement parce que vous êtes victime d'un désenchantement. Voilà, d'un désenchantement. Mais si vous regardez la révolution, et là, heureusement, nous possédons des outils de travail incroyables. Moi, j'ai passé une partie du temps pour faire ce livre à regarder des vidéos de la révolution. Depuis le 10 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier 2011. Et tout cela a été filmé, existe sur Internet. Par conséquent, nous pouvons recomposer l'émergence de la révolution à partir de sa scénographie. Et à partir de sa scénographie, nous voyons que, il y a eu une protestation massive qui, au début, était une intifada. Les gens, en sortant dans la rue et en allant se faire tuer, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils savaient. Parce qu'on ne sort pas pour faire une révolution. الإنسان يخرج يعني للثورة، الإنسان يخرج للاحتجاج, c'est tout. On sort pour protester. On ne sait pas ce qu'on va être, on ne sait pas comment on va être massacré, etc. Il y a eu des massacres. Le rapport Bouderbel est très éloquent sur ce problème-là, il est objectif par conséquent. Et il se fait que cette intifada est devenue une véritable insurrection et que cette insurrection est arrivée à la capitale en allant de Sidi Bouzid, comme une boule de neige. Et puis surtout, cette révolution a eu un message. Alors là, je contrebalance un peu l'idée que la révolution n'a pas de doctrine. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas de doctrine préétablie. Elle n'a pas de penseurs qui l'ont pensée avant sa naissance, comme par exemple Jean-Jacques Rousseau pour la Révolution française. Mais, voilà, pas de théoricien. Mais un message, elle en avait, et là encore, c'est la scénographie de la Révolution qui nous donne son message. Ce fut une révolution temporelle, vous n'avez qu'à lire tous les graffitis, toutes les pancartes, tous les slogans qu'on a reproduits dans les manifestations, etc. Ce fut une révolution temporelle et non pas du tout religieuse. On n'a pas entendu un seul slogan religieux à l'époque. Ce fut une révolution démocratique, ce fut une révolution libertaire, j'utilise le terme ici dans son sens étymologique très restreint, c'est-à-dire une révolution de la liberté, de la dignité. D'ailleurs, j'ai traduit à partir de l'audition de la vidéo le fameux discours qu'a prononcé Maître Abdel Nasser El-Aouini quand on a dit que Ben Ali était parti. Et ça, c'est vraiment le discours de la Révolution. Donc, c'est devenu une insurrection généralisée. Cette insurrection généralisée a abouti à quelque chose d'incroyable, d'absolument inimaginable à l'époque. C'est la chute d'un pouvoir. Et c'est le 29e jour, j'ai un chapitre qui s'appelle le 29e jour, qu'on pouvait à ce moment-là dire il y a eu une révolution. Avant cela, personne n'aurait pu dire il y a une révolution qui a eu. Mais le 29e jour, là, on sait que la protestation a eu lieu, le message a été porté. Troisièmement, le régime est tombé, avec ses symboles, sa constitution, son parti, etc. Et enfin, il restait un élément, le pouvoir, la prise du pouvoir. Mais justement, l'une des originalités de la révolution tunisienne, c'est que nous avons eu la sagesse, peut-être qu'une main invisible aidée en Tunisie qui guidait, je n'en sais rien, qu'on a eu la sagesse de ne pas confier
les rênes du pouvoir aux amis de la Révolution. Parce que on aurait été devant des conflits de légitimité incroyables, devant des conflits personnels, devant le fait que... Pourquoi je dis sagesse? Ce n'est pas évident qu'une révolution demande à des responsables qui ont travaillé avec l'ancien régime d'assumer le pouvoir. Ce n'est pas du tout évident. La preuve, c'est que le gouvernement Ranouchi est tombé. Les critiques se sont dirigées sur le gouvernement et pas sur la présidence. Mais parce qu'on a très bien senti qu'il fallait éviter le vide et que, de toute manière, un responsable de l'ancien régime serait conduit par la nature des choses à observer une certaine attitude de modestie vis-à-vis des forces révolutionnaires. D'où le secret de la réussite. Donc la scénographie, donc le fait qu'on ait des personnalités qui ont travaillé avec l'ancien régime n'était pas en soi très important. Le plus important, c'était la reconnaissance du message de la révolution, et ça a eu lieu. Puisque Mohamed Ranouchi, et je le dis franchement, hein, moi je suis pour la révolution et je suis de tout cœur avec la révolution, mais je peux vous dire que Mohamed Ranouchi, l'ancien Premier ministre, a rendu beaucoup plus que d'autres des services éminents à la révolution, ne serait-ce que, pourtant Mohamed Ranouchi, les révolutionnaires ont demandé sa tête, vous le savez bien. Pourtant, très paradoxalement, il a rendu, peut-être sans le savoir, un immense service à la révolution, ne serait-ce que pour avoir négocié l'instauration de la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution avec le Conseil national de protection de la révolution, le 11 février 2011. Donc c'est plein de paradoxes dès le début, n'est-ce pas? L'ancien est dans le nouveau est dans l'ancien, on a un mélange de tout, etc. Donc voilà l'aspect scénographie de la révolution. Mais cet aspect, justement, scénographie de la révolution est plein de contradictions et de paradoxes. Ce qui fait qu'il fallait analyser ces paradoxes et ces contradictions. Et je l'ai fait dans la troisième partie qui s'appelle « Les contrastes de la révolution ». Pendant longtemps, ce chapitre a été appelé « Les contradictions de la révolution ». Mais j'ai voulu atténuer un peu le mot « contradiction », j'ai appelé « contraste » parce que c'est des choses que nous avons pu dépasser et que nous dépasserons peut-être dans le futur. Mais il est évident que nous avons eu affaire à beaucoup de paradoxes, beaucoup de contradictions et de contrastes. Notamment, le premier contraste, c'est le contraste entre l'édifice étatique qu'on a gardé, et la dynamique révolutionnaire. Et donc, on avait deux pôles de pouvoir, la haute instance de la révolution et l'édifice étatique qui est resté là. Il a fallu, là aussi, trouver des compromis et des ajustements pour pouvoir s'en sortir. Les autres contrastes, je les passe très rapidement. D'abord, c'est les contrastes de référentiel culturel. La révolution, Mounir l'a dit tout à l'heure, a libéré tout le monde. Elle a libéré les forces rétrogrades, elle a libéré les forces de progrès, elle a libéré les modernistes, elle a libéré les traditionalistes. Tout le monde a profité de cette parole. Et donc, comme notre société reste une société fondamentalement conservatrice dans ses croyances, très attachée à sa religion. Je parle souvent de religion personnelle. C'est un mot que beaucoup de gens n'ont pas compris, mais je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai le temps de l'expliquer. Donc, nous avons eu un problème de conflit de référentiel culturel. D'un côté, la Tunisie se permet de passer un film qui est considéré comme un film quasiment pornographique dans le monde arabe, Moshlovd. En même temps, on le passe, on va le regarder sans problème. Donc, d'un côté, la Tunisie pratique la démocratie jusqu'à ses extrêmes limites, la liberté de la parole jusqu'à l'extrême limite. La mort, les derniers jours, les derniers jours de Mohammed, c'est ça, paraît en Tunisie malgré son caractère iconoclaste. Donc nous avons beaucoup gagné sur la liberté de l'impression, la liberté de parole, le pluralisme, etc. Mais d'un autre côté, la Tunisie est grugée par le conservatisme, par le radicalisme religieux et devient même un exportateur
de radicalisme religieux. Les derniers événements en Allemagne viennent de le confirmer. Il y a également un autre conflit de référentiel culturel, c'est le conflit entre la démocratie et la théocratie. Il y a un autre contraste aussi que je voudrais vous signaler et que vous avez tous vécu, c'est le contraste entre le peuple de la Révolution et les peuples des élections. Le peuple de la Révolution, nous l'avons vu, c'est combien? 10 000, 20 000 personnes qui ont fait la Révolution, qui sont sorties dans la rue, qui ont fait face à la répression policière, qui sont morts, etc., etc. Mais ce peuple de la Révolution va nous faire découvrir d'une manière extrêmement paradoxale un nouveau peuple qu'on ne connaissait pas, qui est le peuple qui a élu le gouvernement majoritaire à l'Assemblée nationale, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale constituante, et qui, dès les premières réunions de l'Assemblée constituante, nous a promis une islamisation de la société et une islamisation de la Constitution et de l'État. C'était très net dans les affirmations de certains responsables du parti majoritaire. Donc, et puis alors l'autre paradoxe, le dernier contraste, c'est le contraste entre cette révolution de la dignité qui veut également la justice sociale, parce que la dignité veut dire la liberté, mais également la justice sociale. Et là, nous sommes en train de travailler pour, nous n'y arriverons pas de sitôt, parce que cette demande de justice sociale va mettre du temps. Il y a par conséquent un contraste dans la révolution tunisienne, ce que la révolution a pleinement réussi, l'un de ses volets, le volet de la dignité dans la liberté, mais est très loin encore d'avoir réussi le deuxième message de la révolution, qui est celui de la justice sociale. La pauvreté non seulement n'a pas disparu de notre pays, mais s'est même aggravée. Dans la quatrième partie, je vais passer très vite parce que cette quatrième partie est consacrée précisément au problème qu'évoquait Mounira tout à l'heure, celui de la contre-révolution. Et donc, j'aurais pu intégrer cette partie dans la troisième partie, en faire un chapitre, mais ce chapitre est devenu tellement grand que j'ai été obligé de le mettre à part et de lui réserver une quatrième partie qui est la confrontation entre la révolution et la contre-révolution. Vous savez qu'il y a eu dans ce pays des instances qui se sont qui se sont arrogé le droit de protéger la révolution. Alors ça va du Conseil national de protection de la révolution de février 2011 jusqu'aux ligues de protection de la révolution, en passant par les comités de la révolution, etc., etc. Tout le monde a voulu. Donc, en un mot, cette révolution qui n'appartenait à personne, tout d'un coup va être revendiquée par tout le monde. Alors que c'était la révolution de personne. Donc il y a eu une appropriation de la révolution et donc des voix qui se sont élevées pour protéger la révolution. Contre quoi? Eh bien, contre toutes les forces occultes, Dawla al-Amiqa, etc., etc. Je passe. Nous arrivons à la cinquième partie, les compromis historiques de la révolution. Dès lors que la révolution est une révolution contrastée, dès lors que c'est une révolution qui travaille dans la contradiction, dans la confrontation, forcément, la solution c'est soit la guerre civile, soit le compromis. Et les compromis historiques, on en a passé beaucoup. Je définis d'abord le compromis historique. Qu'est-ce qu'un compromis? Qu'est-ce qu'un compromis historique? Je distingue les compromis de gouvernement, les compromis normatifs, les compromis d'attente, parce que les compromis parfois ne sont pas de vrais compromis. En fait, on adopte une solution, mais chacun reste sur sa position en attendant de voir ce que le temps fera. Regardez par exemple l'article 6 de la Constitution. L'article 6 de la Constitution est un article dans lequel chacun peut se reconnaître. Le démocrate peut se reconnaître, le théocrate peut se reconnaître, le partisan de la religion d'État peut s'y reconnaître, etc., etc. Donc c'est le pot pourri de la Constitution tunisienne.
Mais c'était un compromis. Il fallait le passer. Si Rachid Lebes, si Hamal Hammami, ça va, tout le monde est content parce que, Modjirah, oui, surtout, puisque c'est lui qui a été à l'origine d'une partie de l'article 6, puisque la condamnation du takfir est due à une dispute historique, celle-là entre deux membres de l'Assemblée constituante à propos de l'apostasie et de la liberté de conscience. Donc il y a ce compromis entre l'état civil et religion. Il y a eu également un compromis autour de la légitimité. Je voudrais vous dire une chose à ce propos-là. L'Assemblée nationale constituante est partie sur de mauvaises bases parce qu'elle a été contestée avant même d'exister. L'Assemblée nationale constituante est partie dans un climat de méfiance. C'est-à-dire que sa légitimité était contestée. La preuve, c'est qu'en septembre, si Fouad s'en souvient très bien, en septembre 2011, il y a eu l'idée du référendum. Plus de 50 partis politiques sont allés voir le Premier ministre Sibej Qaïd Sebsi à l'époque et lui ont dit « Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, qu'est-ce que c'est que cette assemblée que vous allez jeter dans l'univers tunisien qui n'a ni mandat, puisqu'il n'y avait pas de mandat officiellement, juridiquement consacré, et sans préciser ses compétences. Cette assemblée va nous conduire à l'inconnu. » Et je peux vous dire que si Sibej Qaïd Sebsi commençait à céder, il me l'a appelé un jour et il m'a dit « Écoute, je viens de recevoir les partis, etc. et il faut faire un référendum. » Et le référendum a commencé à être préparé au niveau du Premier ministre, au niveau des services juridiques du Premier ministre. Les questions avaient été préparées, etc. etc. Alors là, j'ai vu, je ne sais pas s'il faut dire que j'ai vu noir ou j'ai vu rouge, j'ai eu peur. En tout cas, j'ai eu très peur. Pourquoi? Parce que quand j'étais à la haute instance, le parti Nahdas avait quitté la haute instance à cause du report des élections du 24 juillet 2011 au 23 octobre 2011. Le pays a tremblé. À l'époque, c'était vraiment, on était au bord du gouffre déjà en 2011. Le Nahda a quitté la haute instance, le CPR a quitté la haute instance, les partis politiques ont commencé à bouger, y compris le PDP. Ils ont commencé à lancer l'idée de référendum. Là, encore une fois, il y a eu une main visible dans la Tunisie. Je me suis retrouvé un jour sous l'égide d'une... Mustafa Ben Jaafar يتذكر وجماعة الكل السياسيين يتذكروا. Je me suis retrouvé sous l'égide d'une association suisse qui s'appelle l'Association pour le dialogue humanitaire. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Le Belvédère avec les 11 partis représentés à la haute instance. Nahda Takattol, PD, tous les partis, CPR, etc. C'était sous l'égide de cette association suisse qui voulait faire un effort pour rassembler les points de vue. Et à ce moment-là, nous nous sommes retrouvés seuls après. Moi, j'étais encore président de l'instance, une instance qui était très, très boiteuse à l'époque, puisque deux grands partis l'avaient quitté, l'association des magistrats l'avait quitté, donc c'était une instance très fragilisée. Je me suis retrouvé avec ces gens-là et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez sauver les élections, il faut faire quelque chose. Ils ont dit d'accord. Il a été très positif, c'est un homme qui a été merveilleusement constructif. Je en profite pour saluer sa mémoire. Le Takattol était représenté par Simoul Riahi. Le CPR n'a pas bougé au début, mais il a fini par intégrer la négociation, mais il n'a pas signé le document final. Bon, bref. Et on a commencé à travailler un document. Nous avons fait 7 séances au cours du mois de septembre 2011, de août 2011, septembre 2011. Et nous avons rédigé ce fameux document qui est la déclaration du processus transitoire.
الانتقال الديمقراطي، إعلان الانتقال الديمقراطي. صحوه الأحزاب، وقعوا عليه le 15 سبتمبر 2011. سي راشد الغنوشي وسي شكري بالعيد وسي مصطفى بن جعفر هاو حاضر، والأحزاب السياسية ما عدا السي بي ار كلهم صح. وهذا يراو سي لو بروميير ديالوغ ناسيونال. C'est le premier dialogue national entre les partis tunisiens qui étaient représentés à la haute instance de la Révolution. Et ils ont élaboré ce document qui était la première feuille de route parce que ce document du 15 septembre a tracé le futur de la Tunisie. Comment on allait passer du pouvoir provisoire au nouveau pouvoir élu par la constituante. Que devait faire la constituante? Quel temps devait mettre la constituante pour faire son travail, etc., etc. La première feuille de route. Et d'ailleurs, tous les principes de cette feuille de route ont été intégrés dans la Constitution plus tard. On n'en a pas beaucoup parlé et c'est pour ça que peut-être que ça a réussi. En tout cas, je me souviens très bien d'une chose, c'est que dès que le document a été signé, j'ai téléphoné à Sylvain Gekaïd Sebsi, qui marchait encore dans la voie du référendum, en lui disant, écoutez, voilà, ils viennent de signer un document, etc., etc. Et Sylvain, qui n'est pas du tout l'homme des détails, m'a dit, Warini win kitbu am. Parce que c'est ça qui l'intéressait. سنة يعني تتعهد الأحزاب السياسية على أن المجلس الوطني التأسيسي ينتهي أعماله في أجل لا يتجاوز السنة أقصى تقدير بأقصى تقدير. قال لي وريها لي هذه، وريتها له. Le lendemain, le référendum était mort. Le lendemain, le référendum était mort. Hein. La presse n'en a plus parlé et c'est comme ça qu'on a pu tenir les élections du 23 octobre. Ça, c'est un événement historique peut-être qu'on ne connaît pas trop, dont on n'a pas mesuré l'importance, parce que nous avons tenu, on a tenu à ce qu'il reste presque secret. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis à la haute instance, parce que les gens de la haute instance se sont dit, c'est le raïs بتاعنا ولا يخدم وحده ويجنقل ولا ندري شنو وكذا. Ils ont commencé à me faire des problèmes, y compris Abd Majid Sharfi, qui était membre de la haute instance à l'époque. Bon, en tout cas, nous avons réussi à tenir les élections et ce fut un compromis sur la légitimité. Bon, il a été respecté sur tous les points, ce compromis, sauf sur un, celui du temps. Et Sylvain Gekaïd Sebsi en a beaucoup profité parce que dès le 12 octobre 2012, il a commencé à chanter. Mais il avait raison. Voilà, ils ont dépassé le mandat, ils n'ont pas de parole, etc., etc. Et c'est à partir de là qu'il a créé Nidatoun, Soukawana Kelwehad el-Kol, c'est parce qu'ils ont dépassé leur temps. Ils en ont parlé quasiment dès les premières séances, qu'ils ne pouvaient pas tenir un an. Oui, oui, je sais. Donc, voilà pour la cinquième partie dont j'ai étudié les précédents de ces compromis, notamment la déclaration de 2003 et la déclaration et les plateformes de 2006. Partie 6, la force du droit dans la Révolution. 2 mots pour cette 6e partie, la force du droit dans la Révolution. L'idée fondamentale est la suivante. Moi, je suis juriste et je sais que les révolutions, le droit, ce n'est pas leur souci majeur. Les révolutions viennent pour mettre fin à un système juridique, précisément, à abattre le plus haut degré d'un système juridique qui est sa constitution. Alors le droit, les révolutionnaires n'ont jamais donné une grande attention au droit et ils fabriquent des lois au fur et à mesure de leur marche et c'est comme ça qu'ils font des lois révolutionnaires, des procès révolutionnaires, des tribunaux révolutionnaires pour envoyer les gens à la potence. Souvenez-vous un peu de la Révolution française et du Comité de salut public. Eh bien, en Tunisie, nous avons évité ça parce que le droit a toujours été au service de la Révolution dès le début. D'abord, très curieux, c'est l'ancienne Constitution de 59 qui a servi à la désignation des nouvelles autorités de la Révolution et qui a permis le passage de l'ancien au nouveau. C'est en vertu
de l'article 57 de la Constitution tunisienne que le second du régime, c'est-à-dire le président de la Chambre des députés, est devenu le président de la République. Et il n'a plus été contesté depuis. Il n'a plus été contesté. Parce qu'il a été désigné sur la base du droit consensuellement accepté par toute la population. En revanche, le Premier ministre n'a pas eu cette chance. Bon. Donc voilà le premier point. L'ancienne Constitution a servi de tremplin au nouveau pouvoir. Et le deuxième point fort, qui montre la force du droit dans la Révolution, c'est que tout de suite, dès la fin janvier 2011, la rue a élevé le slogan pour une nouvelle constitution et une Assemblée nationale constituante. Et à partir de ce moment-là, la force de la rue était devenue irrépressible. Et je me souviens, s'il faut être là encore pour en témoigner, c'est le 21 février, l'après-midi du 21 février 2011, que les autorités de l'État, en présence de Sifouet et sous sa présidence, ont décidé qu'il fallait suivre la rue et qu'il fallait changer de cap, abandonner l'ancienne constitution, aller vers une assemblée constituante élue, et ce fut là l'objet du discours que prononça le président provisoire de la République le 3 mars 2011. Et c'est sur cette base qu'a été pris le décret-loi du 27 mars, qui est la petite première constitution du pays. Et cette première constitution du pays a vraiment créé quelque chose de très nouveau, puisqu'elle a donné au président de la République le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, tout le pouvoir exécutif, et le pouvoir constituant, puisque c'est lui qui a pris le décret-loi, il a été signé et promulgué par lui, le décret-loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Heureusement qu'il n'en a pas abusé. J'imagine un leader de la Révolution avec tant de pouvoir. Pouvoir constituant, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Imaginez un peu, je ne veux pas donner des noms, mais imaginez un peu quel aurait été notre sort si une autorité avait eu tant de pouvoir. Dans l'histoire du pays, ça ne s'est jamais vu. Alors, quand vous étudiez l'organisation provisoire des pouvoirs publics, eh bien, vous trouverez que ce président a été le constituant, le législateur et le président du pouvoir exécutif et du gouvernement de cette période provisoire. C'est pour ça que le choix de l'homme, si vous voulez, était important, parce qu'il a permis à cette période première de la transition de réussir et de faire réussir derrière elle les autres périodes de la transition, avec l'élection de l'Assemblée constituante et l'adoption de la Constitution, les élections de 2014, qui nous ont apporté quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire l'alternance, puisque le peuple qui a donné le pouvoir aux islamistes en 2011, là, leur a retiré en 2014 avec les élections législatives et avec les élections présidentielles. Et puis voilà, la 7e partie est consacrée aux batailles pour la Constitution. Là, je suis juriste, j'en parle en meilleure connaissance de cause que l'histoire. Effectivement, on a eu des batailles parfois très pénibles pour avoir cette Constitution, très pénibles. Chacun de nous a laissé quelques années de sa vie au service de cette Constitution, mais nous avons réussi à faire quelque chose d'assez inattendu, c'est qu'on a obtenu une constitution réellement démocratique grâce au travail de l'Assemblée nationale constituante sous la pression de la société civile, des organisations, des partis de l'opposition, etc., malgré toutes les difficultés que nous avons connues, notamment cette période horrible de l'année 2013 qui a vu l'assassinat des deux leaders, Chokri Belid et Mohamed Brah. J'avais beaucoup de citations à vous lire, mais je ne le ferai pas parce que j'ai parlé trop longtemps. Je voudrais dire au sujet de cette Constitution, cette belle phrase de Monia Benjmia, ce n'est pas la Constitution dont je rêvais,
et ce n'est pas celle que je redoutais. Je Voilà. crois que c'est tout à fait, ça résume tout à fait cette constitution arrachée, effectivement, de haute lutte, non seulement par la rue tunisienne, mais aussi grâce à nos juristes. Et nous avons pu suivre, justement, grâce à l'association tunisienne des constitutionnalistes, tous les fameux brouillons de la Constitution et toutes les menaces auxquelles nous avons échappé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est idéale. Hein. N'oubliez pas que dès maintenant déjà, les juges commencent à la violer tranquillement. Oui, certains juges font comme si la Constitution de 2014 n'existait pas. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, la conclusion que j'ai donnée dans ce livre, elle s'intitule Le rêve, oui, l'espoir et le cauchemar de la Révolution. Parce que la Révolution, ce fut ça. En elle-même, ce fut un rêve. Et au cours de l'année 2011, nous étions sur un nuage. L'année 2011, nous étions vraiment sur un nuage. Les gens travaillaient pour rien, gratuitement. Là, les membres de la haute instance, tous, se sont appauvris. Non seulement ils ne se sont pas enrichis, mais ils se sont appauvris. Parce qu'ils utilisaient leur téléphone, leur voiture, etc. Et les gens qui venaient de l'intérieur, on leur offrait l'hôtel, et c'est tout. Mais ils ont travaillé gratuitement et d'une manière volontaire, d'une manière quasiment utopique. Bon, après, une fois que l'Assemblée constituante a été élue, nous sommes retombés sur terre, d'où un certain nombre de cauchemars que nous avons vus, que nous avons vécus, les assassinats, la violence, le terrorisme, la stagnation économique, le déficit budgétaire, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui et que nous ne résoudrons pas par les conférences internationales sur l'investissement, mais que nous résoudrons si les Tunisiens se mettaient dans la tête de compter sur leurs propres forces et de comprendre qu'en démocratie, il n'y a pas de roi avant les devoirs. En démocratie, les devoirs, et notamment le devoir de payer l'impôt, doit venir avant les droits. Ça, c'est le cauchemar de la démocratie, l'espoir de la Révolution, l'espoir parce que, comme la Révolution française, cette révolution restera le phare qui dirigera l'avenir de notre pays. Nous la célébrons encore aujourd'hui, contrairement aux révoltes qui ont eu lieu en 2008, 2014, etc., 2004, bon bref, contrairement à ces révoltes, à ces insurrections qui ont eu lieu, qui ont émaillé l'histoire de notre régime politique, cette révolution restera le phare qui guidera l'avenir de notre pays. Hier, j'étais avec le président de la République le matin et le mot révolution est revenu plusieurs fois dans sa bouche, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, que ce soit de bon ou de mauvais gré, la révolution est un événement incontournable de notre histoire actuelle. Je vous remercie. Je vous convie à une petite réception dans la salle à gauche. Non, mais il y a peut-être des questions d'abord. Écoutez, Les questions, on peut les prendre debout quand même. On a encore, s'il y a des questions, Les questions, ils n'ont pas lu. est-ce qu'il y a des questions à poser? J'avais tellement peur d'oublier. Ils n'ont pas lu le livre, il n'y a rien. Ah, oui, oui. Bon, je pense qu'il ne peut pas y avoir vraiment de questions parce que le livre n'a pas eu le temps d'être lu. Donc le 29 prochain, le 29 décembre, je donnerai une autre présentation à la librairie Millefeuille.